Nashville ou Belleville? Où sont mes racines? S'interroge le chanteur Eddie Mitchell. Et il faut bien plus qu'une chanson sur l'enfance de l'auteur. Il ne conclut pas d'ailleurs. Le dernier mot de la chanson étant « où ?» point d'interrogation. Si on peut avoir plusieurs racines, ça devient assez compliqué. Alors, que sont les racines? On sait à quel point la question des racines a obsédé Maurice Barrès, au point d'expliquer pour une bonne part son antisémitisme qui est consanguin au nationalisme français. Il multiplia les dérivés du mot, ainsi, je cite, « Les hymnes et les cantiques dont je voudrais nourrir un enfant favoriseront en lui toutes les influences familiales, régionales, historiques et corporatives. Mais l'on me comprend bien mal si l'on attend que j'énumère les avantages de cet enracinement. » Et il a ajouté en 1911 « J'ai rêvé de raciner l'individu dans sa terre. » Fin de citation. Comment ne pas faire le rapprochement avec l'Ancien Testament? Je cite, « Je les planterai dans leur pays, en parlant des esclaves, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » Un homme a-t-il des racines? Disons-le ici brièvement, les hommes n'ont pas de racines. Ils ne sont pas des arbres. Ils ont des origines, ce qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer, bouger, sortir de leur milieu de départ, réfléchir, être libre, toute chose qu'un végétal doté de racines ne peut faire. Un homme, au sens d'être humain, est libre. S'il a des racines dans une terre, pour reprendre la formule de Barrès, il n'est plus libre. Il est conditionné. Il est dépendant. Le débat, s'il ne se réduit pas à cette opposition, le contient pour une très large part. Pour cette raison, d'après les racinistes, un juif, par définition errant, sans patrie, faisant partie de la diaspora est mis à l'écart du monde chrétien. Il ne peut donc pas être vraiment un Français. Un protestant qui refuse de se soumettre au pape, qui a sacré directement ou indirectement le roi de France, encourt les mêmes peines. Il en est même actuellement de même pour un immigré. Surtout, en plus, il est musulman. Exactement pour les mêmes raisons. Quant aux incroyants, eux, on se demande ce qui leur prend. Les tenants de la France chrétienne d'aujourd'hui ne font que puiser dans les idées xénophobes de Barrès. Et alors, un pays a-t-il des racines? Peut-on affirmer, comme Colette Bonne, je cite, « La nation, comme tout homme, a besoin de racines, et qu'à cette communauté raciale est promis un sol propre. » Fin de citation. La France serait donc prédestinée
C'est la France éternelle dont on parle toujours quand on parle de la France d'avant. Avant quoi, au fait? On va savoir. Un malheur terrible, mais inconnu et innommé. Cette France éternelle peut donner des formules stylistiques, d'autant plus intéressantes qu'elles contiennent une forte dose d'énigme, pour reprendre les propos de Marcel Détienne. Qui peut dire avoir compris, au sens normal du terme, la fameuse phrase avec laquelle De Gaulle ouvre ses mémoires: « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». Que cette phrase soit écrite au passé renvoie à la France éternelle, la France d'avant, à une France dont personne n'a connu et ne peut connaître ni les origines, ni les limites, et probablement pas l'essence. Alors, un pays n'est-il qu'un seul, dans lequel les hommes seraient plantés, racinés? Non. Non, comme Lucien Febvre le soulignait dès la deuxième phrase de son ouvrage sur la Franche-Comté, toute formation politique résulte d'une collaboration étroite entre les forces naturelles et des forces humaines. Cette phrase qui souligne l'interaction entre l'homme et la nature, et non la dépendance du premier vis-à-vis de la seconde, s'oppose non seulement aux conceptions racinistes, mais également aux conceptions naturalistes, qui mettent la nature, quasiment déifiée et sacrée, au-dessus de l'humanité. Précisons, puisqu'il le faut, il s'agit d'une même école de pensée pour laquelle l'humanité ne peut rien et qu'elle est en quelque sorte condamnée dès son apparition. Un péché originel en somme. Or, l'histoire de l'humanité s'inscrit en faux contre cette école de pensée, et celle-ci, l'humanité, peut se définir comme une collaboration étroite entre les êtres humains et leur environnement. Pour citer à nouveau l'expression de la célèbre conférence de 1899, rédigée par Barès, un pays, une nation, ce n'est pas la terre et les morts. Tiens. Relisons-la, cette conférence, et on y trouvera des idées d'aujourd'hui, le style en moins. Ainsi, je cite, « Notre France, il y a un siècle, a brusquement maudit sa dynastie et ses institutions. » Il y a un siècle, mais il y a un siècle, c'est la Révolution, quand Barès écrit ça. N'a-t-on pas l'impression de lire Furet ou Cochin, plus que Gaxote d'ailleurs? La Révolution est le mal originel, et la République sa formulation absolue. Hélas, dit le même, il n'y a point de race française, mais un peuple français, une nation française. Fin de citation. Ici, tout est dit. Il y a une race allemande, il y a une race anglo-saxonne, mais un peuple français. Ce qui est condamnable en soi, parce que le peuple, c'est ce qui choisit. Celles et ceux qui décident.
Que la seconde proposition de Barrès soit énoncée avant la première comme une conséquence de la Révolution est logique. Allons allègrement plus loin si vous le voulez. Il est fait mention d'une communauté raciale au Moyen-Âge, mais Barrès nous dit « il n'y a point de race française ». C'est bien la Révolution qui a défait la race. Un peuple par lui-même décide par lui-même, une race obéit. La terre nous donne une discipline et nous sommes les prolongements des ancêtres. Si la première partie de la phrase fait immédiatement penser au trop connu « La terre ne ment pas » du maréchal Pétain, la seconde partie est plus troublante et ne peut être rejetée négligemment. Oui, nous sommes les enfants de nos parents, au moins génétiquement, c'est évident. Mais écrire que nous serions le prolongement, le rameau en quelque sorte, de nos ancêtres, est inquiétant. Car une fois la France possède des racines chrétiennes, eh bien, admettons, allez, zou, un instant, admettons. Mais de quel christianisme parlons-nous? Arien ou trinitaire? Romain ou hérétique? Protestant ou catholique? Gallican ou ultramontain? Janséniste ou jésuite? Avant ou après Vatican II? Le mot chrétien est autrement plus complexe et plus large que les deux syllabes qui le composent. Soyons clairs, par élimination et par contexte, on a pu déduire qu'il s'agissait de l'Église catholique romaine, appelons chat un chat. Mais la question des racines, et ici, à ce point, la question de leur qualification est très marginale, est liée à celle de l'identité nationale comme il a été indiqué par les auteurs. Ce problème est daté, ce débat a une histoire, celle de la France entre 1871, commune exclue, et 1914, union sacrée incluse. Plus exactement, ce débat a un début, même s'il revient régulièrement. C'est le traumatisme de la défaite de 1870, celui de la Commune de Paris, à ne négliger en aucun cas, et peut-être plus important que le premier, c'est enfin la vague d'industrialisation qui va frapper le pays. Tous ces faits encadrent en quelque sorte les discussions. Ainsi, Gilbert Noiriel, ou Georges Noiriel, pardon, a montré comment les termes immigration, immigré et autres apparaissent à cette période, accompagnant ou accélérant tant l'industrialisation difficile de 1880 que la première crise identitaire liée à l'affaire boulangiste et à l'affaire Dreyfus. La France de l'époque se cherche une idéologie. En fait, elle va en trouver plusieurs qui se contredisent, se superposent, se répondent,
Je n'entrerai pas ici dans le détail qui dépasserait de loin le temps de cette interview. Mais entre le solidarisme de bourgeois des dernières années du siècle, le nationalisme de Barrès, qui est contemporain du précédent, et celui légèrement postérieur de Péguy, l'histoire officielle, la sociologie et la géographie de Vidal de la Blache, il y a plus d'un point commun. Il s'agit en fait surtout de l'organicisme qui considère la société comme un tout organique, indivisible, immuable. Depuis l'apologue d'Agrippa en 494 avant l'ère commune, expliquant aux plébéiens révoltés qui sont une partie du corps romain, comme les praticiens en sont une autre, c'est une théorie qui cherche à calmer les troubles politiques, sociaux ou nationaux. Il est le point central de l'encyclique Rerum Novarum, comme d'ailleurs bien auparavant de saint Thomas d'Aquin. Je cite: « Dans le corps humain, les membres, malgré leur diversité, s'adaptent merveilleusement l'un à l'autre, de façon à former un tout exactement proportionné et que l'on pourrait appeler symétrique. » Pour parler savant ou sociologue, c'est le holon. Que la France reste la France, dit Éric Ciotti. Une certaine idée de la France, disait, avec un peu plus d'allure, mais c'est guère compliqué, Charles de Gaulle. La France immortelle de Charles Péguy, la France immuable, la France éternelle, née de toute éternité, ce qui veut dire qu'elle n'est jamais née et qu'elle est appelée à ne jamais changer. Peu importe les variations. Ce qui compte, pour parler comme les sociologues ou les racinistes, ce sont les invariants. Même dans le domaine strict de la géographie en tant que science, dont personne ne croit plus qu'elle soit épargnée par les débats sociaux et politiques, il en est de même. On a la tradition d'opposer, parfois arbitrairement, les deux grands géographes de l'époque en France. Le premier, c'est Élisée Reclus, plus ancien et sans différence aussi par la carrière, anarchiste militant et vivant comme tel, donc hors des circuits universitaires, en payant le prix suite à sa participation à la première internationale et à la Commune de Paris, fusil en main, et par sa conception de la géographie qui donne une grande place aux êtres humains, notamment dans son plus grand ouvrage, dont le titre est à lui seul tout un programme et un symbole, L'homme et la terre. Le second, c'est Vidal de la Blache. Il a construit une œuvre, une école de pensée universitaire et distinguée, forma des disciples qui devinrent en leur tour de grands universitaires et fut un fonctionnaire de haut niveau, y compris pendant la Première Guerre mondiale, où il mit la géographie au service de la guerre et de l'union nationale. Cette distinction entre les deux hommes de science, comme tout départ entre hommes de la même science, est sommaire peut-être, mais nous semble-t-il pas moins pertinente. Dans cette histoire, et les non-chrétiens, les exclus, les bannis,
Qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça? Nous avons vu que les racines chrétiennes sont en fait des origines catholiques, dépendantes et corrélatives, consubstantielles en quelque sorte, entre la monarchie, faussement qualifiée de française, et le catholicisme, c'est-à-dire la papauté. Il faut d'abord revenir sur ce grief non secondaire porté contre une monarchie non française. Le titre roi de France est, n'en déplaise, terriblement secondaire dans l'histoire de ce territoire et de cette royauté. En fait, souvent le titre varie. Il peut apparaître ici ou là comme, mais non officiellement, on trouve roi des Francs, empereur, puis avec Philippe Auguste, roi de France, roi des Français, n'apparaît qu'avec la Révolution. D'autres qualificatifs et ajouts peu officiels, mais couramment utilisés, existent, comme fils aîné de l'Église, parce que les rois de France sont considérés comme les successeurs, même approximatifs, les successeurs de Clovis. Premier roi d'Occident baptisé et converti au christianisme. On utilise parfois le qualificatif de roi très chrétien. Incontestablement, les racines de la monarchie sont chrétiennes, même avec des nuances ici ou là. Les questions dynastiques, en fait, elles sont secondaires. Mais, soyons clairs, la monarchie était-elle la France? La France était-elle monarchique? Et pour être plus brutal, les habitants du territoire monarchique étaient-ils tous catholiques? Maurice d'Étienne rappelle que dans l'Occident chrétien, entre le XIe et le XIIe siècle de notre ère, l'Église de Rome entreprend de sacraliser une portion de terre, baptisée cimetière, autour de ces lieux de culte déjà consacrés par un autel. Et corps des Juifs, des infidèles et des mauvais chrétiens ne doivent pas souiller la terre consacrée. Et n'oublions pas non plus que les enfants morts-nés qui n'ont pas reçu le baptême, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous avons vu le sort porté par les rois très chrétiens, le sort porté aux Juifs. Mais tout est question de circonstances. Kautsky, quand il était marxiste, notait Louis XIV, le fier roi soleil, salua un jour à l'égal d'un prince, en présence de la cour, le juif Samuel Bernard. Le dit juif d'ailleurs était 60 fois millionnaire. En temps de déficit structural de la monarchie, on était quelquefois prudent. On a également vu le sort des protestants. Libérés comme les Juifs de leur situation par la Révolution, ils sont devenus des citoyens égaux comme les Juifs. Alain Duhamel, dans son journal du dimanche du 25 avril 2016, écrivait, avec la fausse bonhomie dont il est coutumier, « La France est plus protestante qu'elle ne le croit. » Comme toujours chez Duhamel, la phrase est à double sens. On aimerait y lire une valorisation du protestantisme, alors qu'il s'agit en fait d'une valorisation de la France qui se croit surtout catholique. Mais il y a une part de vérité dans ce jésuitisme. Le rôle du protestantisme et des protestants dans la construction de l'histoire de France, et plus particulièrement de la France depuis la Révolution. Les comédiens aussi sont des exclus, comme les prostituées. Il n'est pas inutile de rappeler ici
qu'il s'agit d'une coutume catholique quasiment française, et insistons, si vous voulez bien, sur ce point, en fonction d'un respect à minima des textes canoniques depuis le IVe siècle. L'exemple le plus connu, mais qui n'est pas unique, c'est celui de Molière, à qui le curé de Saint-Eustache refusa les derniers sacrements. C'est l'intervention directe de Louis XIV qui permit une sépulture ecclésiastique dans le cimetière de la paroisse. Ajoutons tout de même, à condition qu'il n'y ait aucune cérémonie et que le corps du défunt soit transporté le soir. Si on peut voir en ce geste l'affection réelle du roi envers Molière, il ne peut être interprété comme un signe de libéralisme, vous en conviendrez. Même tout au contraire, puisque c'est le roi seul qui décide et qui peut intervenir en faveur d'une personne et d'une personne seule. Les autres acteurs ne sont pas concernés. Toute la monarchie absolue et sacrée est contenue dans ce fait, car il concentre l'inégalité revendiquée et certaine entre les individus, que le roi seul, comme synthèse du temporel et du spirituel, peut amender à son gré. Et la question des athées alors, et du sort infligé par l'Église envers eux et envers ceux qui étaient supposés ou accusés comme tels, elle a été maintes fois abordée par ailleurs. Contrairement à une légende franco-chrétienne, il a existé un courant de pensée athée, même minoritaire, mais bien réel. La terrible répression qui a poursuivi et persécuté les athées est une chose. Nous ne reviendrons pas ici sur le sort de Vanini, entre autres. On pourrait aussi disserter sur le sort du curé Meslien. Quittons le territoire continental. La bulle du pape Nicolas V en 1454 stipulait: nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, et réduire leur personne à la servitude perpétuelle. Les rois chrétiens ne sont pas en reste. La responsabilité politique et morale de la papauté est incontestable, même si, ne nous l'oublions pas, certains prêtres ont pris la défense des Indiens et des Noirs, réduits en esclavage. Le fameux Code noir de Colbert a été promulgué en mars 1685 par Louis XIV, quelques semaines avant la révocation de l'édit de Nantes, et contient quelques articles relatifs au protestantisme, disparus d'ailleurs dans le texte un peu plus tard sous Louis XV, en 1724. Racine chrétienne, grande question biblique. Qu'as-tu fait de ton frère, disait le ministre Cazeneuve. Pour le moins, cela ne concerne ni l'Afrique, ni les Antilles, ni les esclaves. La chrétienté, le catholicisme plus exactement, structure d'un bout à l'autre l'assemblage de ce code esclavagiste. Et alors,